Merci. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être là. Je suis moi-même assez interdisciplinaire, je vais vous le montrer. Je suis très actif dans le Centre Interaction, qui est un centre de recherche plutôt société, sociale et société. Je suis professeur au département de travail social à l'Université de Sherbrooke et je suis le directeur scientifique du Réseau 1 Québec, qui est un réseau de recherche centré sur la première ligne, mais la première ligne médicale. Donc, je suis vraiment entouré de médecins dans mes réunions dans ce réseau-là. Et ça amène à faire beaucoup d'efforts pour comprendre ce que les autres font. Par ailleurs, j'enseigne depuis au moins la Deuxième Guerre du Golfe l'interdisciplinarité devant toutes sortes d'auditoires. D'ailleurs, je pars dès ce soir en France pour faire des cours sur ce thème-là à des gens qui font métier de gestionnaire de cas. Et on se bute toujours à une difficulté qui est la suivante. D'une part, les gens se disent, voilà qui est intéressant, la collaboration interprofessionnelle ou l'interdisciplinarité, c'est intéressant, mais quand même, on m'en parle depuis 20 ans, mais quand même, j'en fais moi depuis toujours. Et les gens ont un peu raison. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais moins faire un effort de définition, quoiqu'il y en aura un à la fin de ma présentation, que de vous montrer qu'effectivement, il y a beaucoup de collaborations qui se font. Ce n'est pas toujours facile, on l'a entendu ce matin. Il y a des enjeux de mise en œuvre. Mais partons du point de vue qu'il y a énormément de collaborations qui se déploient, qu'il y a énormément, comme moi, vous pourriez tout le monde faire le même exercice, montrer vos divers partenariats, vos diverses collaborations avec autrui. Et donc, on va partir de ça pour poser la question, quelles sont les conditions qui nous permettraient de faire un peu plus, d'aller un peu plus loin dans une perspective de collaboration. Donc, le sentiment que vous avez, là, encore une fois en parler, bien oui, vous avez raison, mais on peut quand même aller un peu plus loin et je vous invite à suivre ce petit parcours-là. D'abord, je vais vous montrer un ensemble de raisons qui appellent, ou de conditions sociales générales, qui appellent à penser les choses autrement, et cet autrement-là est notamment autour de la collaboration et de ses diverses déclinaisons. J'attire votre attention sur le fait qu'on vit une époque formidable, traversée par un certain nombre de grandes transitions, dont une transition démographique. On vieillit, c'est une bonne nouvelle, hein? Pour le dire autrement, je vais citer Régent Hébert, en fait, on rajeunit. Si votre un parent, votre mère, votre père meurt à 72 ans, qu'est-ce que vous allez dire? Il est mort vraiment jeune. Donc, il y a une transition démographique importante, qui est une bonne nouvelle, c'est un succès collectif majeur, mais qui a une conséquence fondamentale qui vous concerne tous et toutes dans la salle. On ne meurt plus des mêmes causes qu'autrefois. On meurt maintenant de maladies opportunistes qui se greffent sur des maladies chroniques avec lesquelles on va vivre très longtemps. Même le cancer a été classé comme une maladie chronique. Ça veut dire quoi? Il faut agir autrement. Et ça, c'est de la transition conceptuelle. Il faut faire les choses autrement. Alors, on est dans un hôpital comment je pourrais dire, un peu vieux, hein? Il y a beaucoup d'années derrière lui, cet hôpital-là. Eh bien, les hôpitaux, c'est un modèle conceptuel efficace pour soigner des traumatismes. D'autant plus ici que c'est une spécialité qui est la vôtre, la traumatologie. Mais c'est beaucoup moins efficace pour soigner les maladies chroniques, les effets fonctionnels dans la vie des personnes d'un cancer, etc. Donc, dans les transitions conceptuelles qui ont cours aujourd'hui, l'inter est au cœur de tous ces mouvements-là. Nommer à peu près n'importe quelle rénovation, réorganisation, innovation, il y a une composante interdisciplinaire, interprofessionnelle, intersectorielle, nommez-les, qui est présente. Ce qui se pose néanmoins comme enjeu, c'est une fois qu'on a pris acte du fait que les besoins changent en raison de la démographie, comment on implante ces changements-là dans vos pratiques. Et évidemment, c'est là qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Quelques petits rappels généraux qui fondent ce qu'est l'inter. Pourquoi il faut travailler ensemble?
parce qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler sur la santé que sur la maladie. C'est beaucoup plus payant. Je sais que c'est un mot qui est peut-être pas toujours agréable à entendre. C'est beaucoup plus payant, beaucoup plus efficace, beaucoup plus humain, beaucoup plus ce que vous voulez, travailler sur la santé que sur la maladie. Il faut donc renverser les propositions et se coaliser pour travailler sur la santé. La santé et le bien-être forment un tout complexe. Ça, vous le savez déjà. Les besoins sont interreliés. Une personne âgée, une personne qui a un trouble de santé mentale, son besoin de logement, son besoin de santé, son besoin de médicaments, tout ça, c'est interrelié. Donner des médicaments à quelqu'un qui n'a pas de logement, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe ce que vous savez, c'est-à-dire que ça ne va pas tellement bien. Et donc, si les besoins sont interreliés, les solutions sont interdépendantes. Et donc, le débat sur la collaboration interprofessionnelle, c'est un débat sur comment on peut faire en sorte d'acter la compréhension du fait que les besoins et les solutions sont interdépendantes. Dernier élément qui est très important, l'usager et ses proches sont les plus grands producteurs de santé. J'ai le malheur de vous apprendre que ce n'est pas vous. Vous êtes très important, on vous aime beaucoup, mais les premiers producteurs de santé, c'est d'abord l'usager lui-même et ses proches. Ça veut dire quoi? C'est que dans tout dispositif de collaboration, il faudra intégrer une place à l'usager et ses proches dans l'action. Une des raisons qui appelle le développement de tous ces inters-là, c'est le fait que l'intervention en contexte réel, lorsque c'est requis. Alors, on pourrait revenir à la question sur l'urgence tout à l'heure. Là. Même l'urgence, ça peut se faire en contexte réel. Le SAMU en France, qui est un système hyper efficace pour régler 50% des problèmes de santé, il se fait sur le trottoir, pas dans les hôpitaux. Donc, une des conditions fondamentales qui appellent à collaborer, c'est la prise en compte de la valeur de l'intervention en contexte réel lorsque c'est requis. Alors, pourquoi c'est si valorisé? Parce que ça rencontre le désir des usagers, parce que c'est le lieu de la pleine participation de l'usager et de ses proches. Et je viens de vous dire qu'ils sont les premiers producteurs de santé. Donc, si on les intègre à la participation, on produit une condition favorable à ça. C'est la condition du sens, de la mémoire, de l'action des gens. Alors, agir à domicile, ça a plein de sens pour les usagers eux-mêmes. C'est économique. C'est non iatrogénique, c'est-à-dire que ça ne produit pas d'effets pervers liés au mode d'intervention. Et ça permet une action globale que j'évoquais tantôt sur le logement, la nutrition, les amis, les liens sociaux, la santé, etc. Vous avez reconnu George Clooney, What Else? Donc, What Else? Il faut agir dans la communauté à domicile. Alors, les besoins sont interreliés. Ça veut dire quoi? C'est qu'on peut et on doit concevoir l'offre de service comme un tout cohérent. Alors, la petite pointe de la pyramide, c'est vous. C'est les professionnels. Vous avez un rôle très important et qui s'accroît dans le haut de la pyramide. Mais quand on met l'ensemble des acteurs, l'ensemble des besoins dans un tout cohérent, qu'est-ce qu'on voit? On voit que agir en haut, c'est bien, mais il faut aussi agir en bas. Et agir en bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire agir sur les déterminants sociaux de la santé. Ça veut, au niveau intermédiaire, ça veut dire agir sur la capacité des acteurs à prendre eux-mêmes soin de leur propre vie, de leurs propres enjeux de santé. Et c'est là que nos amis organisateurs communautaires sont essentiels à la production de la santé. Il y a peut-être des gens qui pensent qu'un organisateur communautaire, ça fait surtout des réunions, ce qui n'est pas totalement faux par ailleurs, mais ils produisent, ce sont des grands producteurs de santé, ou en tout cas, ils auraient un grand potentiel d'être des grands producteurs de santé si on les mettait au cœur du système de santé. On pourrait donner l'exemple brésilien, je ne sais pas si tu vas y référer, mais au Brésil, il y a eu plein d'efforts de fait. Ils ne pourront pas avoir des grands hôpitaux comme Sacré-Cœur partout dans le pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déployé des organisateurs communautaires dans les quartiers. Ils ont repéré les mamans, les papas qui étaient des facteurs, des rôles positifs. Ils les ont formés et ça crée une intervention de soins primaires dans les quartiers qui est tout à fait pertinente. Donc, il faut avoir une conception intégrée de toutes ces actions-là. Le problème, si vous remarquez où va l'argent au Québec, c'est le contraire. En haut, c'est les hôpitaux. En bas, la petite pointe, la plus petite des pointes, c'est l'organisation communautaire.
Donc, la pyramide est inversée et ça produit un système inefficace. Pensez pas que les ministres de la Santé vont résoudre le problème de l'accès à la médecine. Si M. Barrette n'a pas réussi, ce n'est pas les autres qui vont réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a un renversement logique entre comment l'argent est dépensé et où sont les besoins, où sont les stratégies utiles. Agir de manière inter, c'est agir sur les trajectoires de vie, sur l'ensemble des déterminants, de la communauté jusqu'aux soins palliatifs éventuellement. Et dans tous ces... prenez le bout qui vous intéresse le plus, mais il y a toujours des acteurs qui ne sont pas dans le domaine de la santé au sens strict et qui ont pourtant un rôle essentiel dans une action intégrée sur la santé globale, si on peut dire. Alors, prenons l'exemple d'une personne handicapée. Eh bien, son désir d'école, son désir de travail, son désir de logement, son désir de transport sont tout aussi importants et interreliés à son désir d'avoir des services de santé adéquats à ses conditions. Donc, l'inter permet d'incarner, l'interprofessionnalité permet d'incarner sur le terrain des collaborations qui vont rendre ça efficient ou concret. Pareil pour les modèles conceptuels de promotion de la santé. Prenez le temps de lire ce qui est à l'écran, ou vous pourrez lire à la maison si vous voulez. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas une entrée disciplinarisée dans ces modèles-là. Ce qu'on dit, il faut agir, il faut soutenir la capacité des communautés à développer une capacité à répondre aux besoins. Il faut aider les personnes. Les personnes, c'est vous, mais ce n'est pas rien que vous. C'est aussi d'abord et avant tout les usagers et leurs proches. Et éventuellement agir sur les attitudes des professionnels, notamment la collaboration. Mais c'est un des éléments parmi d'autres. Vous voyez, tout ça, c'est les mêmes mouvements. Remarquez le caractère circulaire de ce modèle-là qui montre que toutes ces actions-là sont interdépendantes les unes des autres. Il faut agir de manière globale. Alors, c'était dit dans le débat précédent, mettre le patient au centre, c'est bien, c'est essentiel, mais c'est une des composantes d'une approche collaborative ou intégrée. Cette approche-là requerra des outils d'évaluation, des outils de planification, ça requerra des réformes financières, etc. Ce modèle-là, il est au cœur des réformes que connaît le Québec, que connaît l'Ontario, que connaît l'Alberta depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'on réussit à mettre l'usager au centre? Il y a un débat. On pourra en parler tout à l'heure si vous souhaitez. Mais en tout cas, au moins conceptuellement parlant, c'est présent, c'est là, et on devrait pouvoir agir dans cette perspective-là. Chronic Care Model, qui est un modèle qui sert actuellement notamment à implanter le plan Alzheimer en GMF, entre autres. La plupart des grandes innovations en GMF s'inspirent de ce modèle-là. Puis il y a exactement les mêmes, sous une autre forme, les mêmes idées que dans ce modèle-là. Alors, qu'est-ce qui est dit? Il faut agir sur le système de santé, il faut former les gens autrement, etc. Mais il faut d'abord, et aussi, en tout cas, au moins aussi, agir sur les dynamiques communautaires, sur la place des familles et des proches dans les décisions cliniques, etc. Et tout ça converge. Tout ça, ça s'incarne dans un moment clinique particulier, qui est la rencontre entre un usager et un intervenant, pour le dire plus justement, entre un système usager et un système intervenant. Et dans la rencontre, il devra se passer des choses. Et parmi ce qui doit se passer, c'est une prise en compte du caractère global des actions à mener pour répondre à ces besoins. Alors, dans cette perspective-là, partout dans le monde, on propose d'intégrer les services, faire en sorte qu'il y a moins de silos qu'auparavant. Bon, est-ce que ça marche bien? C'est pas clair. Tout le monde, vous avez entendu parler de l'histoire à Granby, là. Il y a des silos internes au CCCIUS, puis il y a des silos externes. Et je suppute, on verra, mais je suppute que les silos externes ont été plus pesants que les silos internes, dans ce cas-là. Mais on verra l'enquête, notamment le rapport école. Alors, il y a 3 grands acteurs dans ce dossier-là. Il y a l'école, à part la famille, là. Il y a l'école, il y a la DPJ, puis il y a les services d'aide à la famille qui se donnent en CLSC ou un peu en GMF. Et c'est comment les 3 ont collaboré ou pas. Ça vous tente là, de pleurer un peu, là, aller lire le rapport de la Commission des droits de la personne de 1999.
sur l'histoire du bourreau de Beaumont. Mathieu, il y a eu un film sur Mathieu, là, fait par M. Arcan, j'ai oublié son prénom, l'animateur de radio, Paul Arcan. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'éléments communs dans ces deux histoires-là. Donc, ce qui est dit dans ces modèles-là, c'est qu'il ne s'agit pas que de faire des continuums intra-sécessius. Il faut que les continuums naissent dans les écoles, naissent dans la communauté, naissent dans les politiques de logement. Et ça, c'est un véritable enjeu, là. On pourrait dire que le Québec a beaucoup avancé sur les continuums internes facilitant la collaboration des acteurs publics, un peu moins avancé sur les continuums externes. Je pourrais nommer, par exemple, les réseaux locaux de services comme lieu de concertation. Alors, vous le savez comme moi, les deux grandes réformes québécoises ont un peu coupé l'herbe sous le pied des mouvements naturels de concertation. Après ça, on verra si ça va revenir, mais pour l'instant, ce n'est pas facile. Donc, c'est l'OMS qui promeut une conception intégrée de l'action qui part de la famille, des personnes, écoles, autres secteurs, santé, etc. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des environnements producteurs de santé. Il faut engager les familles et les communautés. Il faut avoir une gouvernance axée sur la collaboration. Et donc, quand on pose la question, puis le temps que je passe à me concerter, est-ce que c'est du temps perdu aux cliniques? Pas d'après ces modèles-là. Alors, évidemment, après, il faut trouver le bon équilibre, là, mais pas d'après ces modèles-là. Il faut réorienter les modèles de soins. On les réoriente comment? Bien, sur la communauté, pas pour tout le monde, mais pour la majorité des gens, sur la communauté, etc. Il faut implanter des dispositifs de collaboration. Il faut soutenir la bonne volonté des acteurs dans ces collaborations-là, etc. Et donc, il faut qu'il y ait des dispositifs de coordination. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que le terme de la collaboration interprofessionnelle décline depuis une dizaine d'années dans les écrits scientifiques. C'est important, mais c'est moins important que ça l'était il y a 20 ou 30 ans. Pourquoi? Parce que c'est le thème de la coordination qui a pris la place. Et qu'est-ce que cela indique? C'est qu'on a quitté les débats théoriques sur maintenant comment on incarne ça. Alors, vous savez comme moi, c'est pas facile, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, tout ce débat-là sur les infirmières pivots, les gestionnaires de cas, les navigateurs, etc., incarne la volonté des décideurs publics de réaliser la collaboration au-delà de la bonne volonté des personnes de se parler dans les couloirs de l'hôpital. Ce qu'il faut faire par ailleurs, bien entendu. Je vais sauter celle-là parce qu'elle manque un peu de temps. Alors, tout ça, ça s'incarne donc concrètement dans des métiers, notamment des métiers de la collaboration, de la coordination, agent de liaison, etc. J'ai mis le commandant Dan, là. Vous connaissez Forrest Gump, mais peut-être commandant Dan. Hein? C'est des vieux métiers. Ils sont nés autour du retour des vétérans du Vietnam aux États-Unis. On se rendait compte que le commandant Dan, lorsqu'il avait un bon orthopédiste, il coupait très bien les jambes. Quand il y avait un psychologue, il s'occupait bien de lui. Quand il y avait une infirmière, il s'occupait bien de lui, etc. Mais la somme des actions positives faites individuellement n'avait pas d'effet positif collectivement. Et donc, il fallait agir sur un autre plan, coordonner l'action des uns des autres pour agir de manière plus efficace. D'ailleurs, j'aurais pu prendre le cas de Mathieu et ses 3 frères et sœurs du bourreau de Beaumont que j'évoquais tout à l'heure. La commission a montré qu'individuellement, personne n'avait mal travaillé, sauf une personne, si je me rappelle bien, mais globalement, les gens avaient tous bien travaillé. Collectivement, ça n'avait pas fonctionné. À l'époque, les gens quittaient le quartier, puis là, le dossier ne suivait pas, puis les vacances, les bonnes pages, les congés maternité, etc. Je vous garantis, je vous donne des petits 2 piastres, là, que ça va être la même affaire pour l'histoire de la petite fille. Globalement, pas de malveillance, mais un dysfonctionnement collectif important. Donc, il faut agir sur un autre niveau à travers des métiers qui vont incarner, qui vont être imputables de la réalité de la collaboration interprofessionnelle. Ça me permet de distinguer conceptuellement coordination ordinaire et coordination dédiée. Venir ici aujourd'hui, arriver en gros tout le monde à la même heure dans la même salle, ça c'est de la coordination ordinaire. Tout le monde se coordonne tout le temps. Votre métier à temps plein, c'est de faire de la coordination.
Et ce n'est pas de ça dont on parle. Dans l'histoire de la petite fille, dans l'histoire de Matthieu, tout le monde s'était coordonné individuellement. La coordination ordinaire marche dans la majorité des cas, mais elle a un petit effet pervers, c'est qu'elle finit par produire des bouchons. Hein, sur le pont, j'ai arrivé sur le pont Champlain ce matin, il y a des bouchons. Donc, pour certaines catégories de population qui ont des problèmes particulièrement graves ou particulièrement complexes, cette forme ordinaire-là, celle que vous employez au quotidien, là, ne suffit pas. Elle n'a pas suffi pour la petite fille, puis elle n'a pas suffi pour les 4 frères et sœurs de la famille de Matthieu. Donc, on va désigner quelqu'un qui va être imputable de la coordination. Il va faire que ça. Et ça pose encore une fois la question de l'efficience. La personne qui coordonne n'intervient pas directement. La gageure qu'on fait avec ces modèles-là, c'est que ça va éviter des gens qui tombent dans les cailles du système. Ça va éviter des délais inadéquats. Prenons le cas de la réadaptation suite à une amputation. Vous savez mieux que moi, il y a une fenêtre d'efficacité. Trop tôt, ça blesse, trop tard, ça ne donne rien. Les petits 3 semaines de délai entre chaque acteur, c'est extrêmement délétère à la santé et au bien-être des personnes. Pour les personnes âgées que je connais un peu mieux, là, la perte de mobilité est un des principaux déterminants de l'espérance de vie. Si votre grand-mère arrête de marcher, en moyenne 6 mois d'espérance de vie. Il faut l'aider à se mobiliser. Et donc, il faut intervenir au bon moment. Il y a une fenêtre d'action requise pour intervenir au bon moment. Donc, je fais ma petite minute. Je suis rendu à combien de minutes, là? Ah ben, c'est cool. Alors, je fais un petit effort de définition. Maintenant que je vous ai montré que ça se loge un peu partout, que ça prend des nouvelles formes, je vais vous montrer, faire quelques éléments de définition. Et j'en ai amené un de loin pour que vous ayez quand même une idée nouvelle à ramener chez vous. Là. Le dernier, je vais en parler tout à l'heure. Pluri, c'est l'idée qu'il y a plusieurs acteurs autour d'un objet d'intervention. L'hôpital est un lieu pluridisciplinaire. On va être capable de me soigner, que j'ai mal aux pieds ou à la tête, on va trouver une solution à mon problème. Multi, qu'est-ce que ça ajoute? Ça ajoute l'idée de coordination. Si c'est la tête qui fait problème, on ne m'envoie pas voir le podiatre. Donc, l'hôpital est au moins un dispositif multidisciplinaire. Puisqu'il y a l'infirmière trieuse, puisqu'il y a les algorithmes décisionnels, puisqu'il y a les trajectoires internes. Qu'est-ce qu'ajoute l'idée d'inter? L'idée d'inter ajoute l'idée de transformation. Parce que je côtoie un médecin, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je suis un travailleur social, alors pour les gens qui ne sont pas formés en travail social, là, pour les travailleurs sociaux, fermez les oreilles. Pour les gens pas formés en travail social, la plupart des travailleurs sociaux au monde sont formés un peu dans la méfiance du monde médical. On leur dit, écoutez, votre ennemi, là, c'est le monde médical. Ce qui est une très mauvaise condition de collaboration, évidemment. Moi, j'étais formé comme ça. J'ai lu Foucault, etc., la grande domination médicale, etc. Eh bien, je suis exposé au quotidien avec des médecins, des infirmières, etc. Qu'est-ce que ça produit? Bien, ça m'a transformé. Je suis devenu un peu médecin, un petit peu. Le mot un petit peu est important. Je prends un exemple clinique. Pourquoi cette co-transformation-là est importante? Prenons le cas d'une travailleuse sociale à domicile qui suit une personne âgée souffrant d'Alzheimer. Elle doit avoir une compétence à comprendre c'est quoi les molécules que la personne reçoit. Parce qu'il y a des médicaments, alors je ne rentre pas dans le débat sur la qualité des médicaments, là, c'est un autre débat, là. Prenons pour acquis qui fonctionne. Eh bien, elle doit savoir que l'Aricept a un effet au mieux comme ça, d'un ralentissement de la courbe, mais au bout d'1 an et demi, qu'est-ce qui va se produire? La courbe reprend sa vitesse habituelle de déclin. Qu'est-ce que ça lui sert à elle, comme travailleuse sociale, de connaître ça? Elle sait qu'elle a 1 an pour recueillir les dernières volontés. Elle a 1 an ou 1 an et demi pour régler ou participer à régler des conflits familiaux. Elle a une fenêtre d'action pour permettre à la personne de prendre elle-même pouvoir sur sa vie. Si elle ne connaît pas l'effet du médicament, elle pourrait se tromper en pensant que j'ai beaucoup de temps. Est-ce
Est-ce qu'elle se mêle de posologie? Non. Est-ce qu'elle se mêle de diagnostic? Non. Elle va réintroduire dans son univers de sens une connaissance tirée de la médecine, ce qui la met évidemment à risque. Je saute sur le mot trans, simplement pour vous dire que c'est un mot que je trouve transdisciplinaire. Là. C'est un mot que je trouve difficile à employer. Il veut dire plein de choses, là, puis il n'est pas pédagogiquement utile d'après moi. Circum, par contre, c'est utile pour vous, parce qu'il vient de loin. Alors, je l'emprunte à Yves Lenoir, qui est un chercheur en éducation. Circum, ça veut dire cercle. Et je fais lien avec la présentation précédente sur la réflexivité. Ce qui est dit ici, c'est que la transformation de l'inter se fait comment? Elle se fait notamment en anticipant le point de vue des autres. Ça, c'est hyper intéressant, parce que la relation directe avec les personnes est extrêmement utile pour faire une culture commune, mais on ne peut pas toujours se rencontrer. À force de travailler, grâce à mon expérience, j'intègre le point de vue de l'infirmière, j'intègre, comme travailleuse sociale, j'intègre le point de vue du médecin, je peux l'anticiper. Ce que permet de faire aussi la circumdisciplinarité ou la professionnalité, elle permet de mettre dans le cercle de discussion d'autres acteurs qui ne sont pas des professionnels au sens du Code des professions. Les préposés aux bénéficiaires, les auxiliaires familiales, comment ça s'appelle maintenant? Les auxiliaires... non, mais les préposés aux bénéficiaires à domicile, là, c'est les auxiliaires familiales et sociales, jadis, là. C'est encore comme ça? Ça permet aussi de donner une place aux proches dans la décision. Je donne un exemple concret. Il y a un hôpital à Montréal, je ne sais pas si c'est encore le cas, un CHSLD à Montréal, qui avait désigné pour chacun des usagers un porte-parole. Et dans 80% des cas, c'était des préposés aux bénéficiaires. Et lorsqu'un plan d'intervention se produisait, s'élaborait, la discussion clinique se faisait où? Dans la chambre de l'usager, en donnant gros la parole aux préposés aux bénéficiaires. On vient faire plein d'effets positifs d'inter ou de réflexivité inter. On donne la parole à des gens qui n'ont pas beaucoup la parole et on prend des décisions tenant compte du fait que l'usager, là, il est réel, il est là devant nous. Et même l'usager, vous savez qu'il y a 2/3 des personnes dans le CHSLD qui ont des pertes cognitives importantes, là, même pour lui, le faire en sa présence est utile. En sciences, c'est toute une branche des sciences cognitives qui s'intéresse à décoder les cris des personnes qui ont perdu la parole, parce qu'on pense qu'il y a probablement du sens qui s'exprime par le cri. Donc, on peut tenir compte même d'une parole qui n'est pas claire, on peut en tenir compte dans les décisions cliniques. Donc, je voulais conclure sur l'exemple de la trousse médico-légale. Est-ce que vous la connaissez? Il y a quelques personnes, alors, pour des raisons professionnelles. Alors, c'est l'outil qui a été développé par les groupes de femmes, d'ailleurs, au Québec, en contexte d'agression à caractère sexuel. Qu'est-ce que contient la trousse médico-légale? Elle ne contient pas grand-chose. Elle contient des spéculums, des cotons-tiges, etc., des sacs, des pipettes, etc. Ça n'a aucune importance, parce que n'importe quelle infirmière a des cotons-tiges dans son bureau, etc. Mais elle contient 2 autres conditions essentielles. Un scellé juridique. Dès que le scellé est pété et que vous touchez à la trousse médico-légale, vous êtes engagé à discuter avec les autres. Ça a forcé les médecins à s'intéresser aux victimes d'agressions sexuelles. Deuxième élément concret, c'est qu'il y a un protocole dans la boîte. Et qu'est-ce que le protocole dit? Il ne dit pas à la travailleuse sociale quoi faire. Il ne dit pas au médecin quel test faire. Il ne dit pas à l'infirmière quoi faire. Il dit, vous devez négocier votre action. Et si la personne victime souhaite qu'il y ait une militante d'un CALAX avec elle, il y aura une militante d'un CALAX avec elle, puis elle aura le droit de parole, comme le médecin, l'infirmière, la travailleuse sociale, etc., ou le policier, etc. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On a les concepts, on sait qu'il faut y aller. Ce qu'il faut, le prochain tour de roue, là, c'est de créer les conditions d'une mise en œuvre efficace, profonde de la collaboration. Et c'est ce que permet de voir l'exemple de la trousse médico-légale. On vient de créer une condition de la
négociation permanente et qui crée à terme un changement de culture qui est hyper important. Donc, je vous remercie. On pourra discuter lors des échanges. Bonjour. Oui, comme Manon le dit, j'ai fait du vélo et je découvre à quel point il est grand le territoire du CIUS du nord de l'île de Montréal. Bonjour à tous. Je ne sais pas, je suis assez grande, là, ça, il faut pousser ça. Vous m'entendez bien? J'ai une voix qui porte en général, de toute façon. Alors, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette journée, des professionnels du Conseil multidisciplinaire qui a organisé cette journée-là pour leur invitation. Je pense que c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir la chance, vous êtes vraiment nombreux, de parler et d'échanger avec des professionnels de tout acabit autour des thèmes de la collaboration interprofessionnelle. Je suis ravie aussi de partager cet espace de parole avec le professeur Yves Couturier, ainsi que 4 autres professionnels qui, tout à l'heure, vont venir commenter notre présentation. Et puis, évidemment, je vous invite à discuter là, sérieusement avec nous, mais aussi dans la pause du midi, parce que vous allez le voir un peu, c'est mon dada, mais c'est aussi ça en quoi je crois, les espaces informel, de délibération, de prise de parole et de réflexion collective, peu importe où ils se trouvent, que ce soit ceux qui sont institués, formels, parmi les pléthores de comités intersectoriels, interprofessionnels dont vous avez été invités à collaborer, mais aussi dans les espaces qui se font dans les interstices, autour de la machine à café, dans le stationnement parce que votre clé est prise. Il y a, je crois, de la collaboration puis du travail professionnel qui se fait aussi dans ces liens humains-là qui se tissent là, à différents moments. Alors, moi, comme psychosociologue et sociologue des organisations, c'est mon domaine, je m'intéresse aux relations humaines et aussi au processus de communication interpersonnelle, mais surtout aux rapports sociaux de pouvoir dans les groupes au sein de l'Organisation des services sociaux et de santé. Et je suis amenée dernièrement à faire mon postdoctorat. Donc, je suis sur le terrain. C'est pour ça que j'observe Manon et Steve et certaines personnes qui sont dans la salle. Et je vais venir parler un peu de mes réflexions qui sont liées à ce que je découvre en temps réel actuellement, mais aussi sur mes recherches antérieures qui touchaient davantage à la question de la santé mentale au travail, mais aussi du rapport entre l'activité des professionnels au quotidien et l'organisation du travail. Moi, c'est vraiment l'interstice de ce rapport-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur le plan micropolitique quand la collaboration interprofessionnelle que vous voulez créer avec vos collègues est empêchée ou n'est pas liée à un sens que vous voulez lui donner, que ce soit sur le plan relationnel, comme M. Lecomte nous en parlait, ou sur le plan de ce que vous voulez mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment sur cet espace-là que j'ai nommé, mais que vous nommez aussi au quotidien, les espaces de délibération, qui sont, ou jusqu'à quel point, c'est les questions que je pose, des espaces sur lesquels on peut agir collectivement pour changer les choses, puis rendre la collaboration interprofessionnelle possible. Alors, en complémentarité donc avec Yves, je vais davantage mettre l'emphase, moi, de mon côté, sur le travail de collaboration interprofessionnelle dans ces espaces de délibération-là. Mais avant de plonger plus dans le vif du sujet avec les espaces de délibération, j'aimerais revenir sur sur ma compréhension de la collaboration interprofessionnelle comme une forme de travail vivant. Et là, je m'appuie beaucoup sur la perspective de ce qu'on a nommé, surtout en France, mais ici aussi, ça se travaille, la clinique du travail, ou les moments où des chercheurs et des professionnels se mettent ensemble pour réfléchir à l'activité de travail de collaboration interprofessionnelle et à comment elle peut s'améliorer au quotidien. Donc, c'est vraiment un travail, comme M. Couturier le disait, en devenir constant. Hein. On peut voir la collaboration interprofessionnelle selon 3 axes importants. C'est d'abord un rapport à soi, et je crois que M. Lecomte en parlait beaucoup, dans qu'est-ce qui fait sens pour nous, bien assis, bien installés, dans le métier et dans ce que signifie notre activité professionnelle pour nous au quotidien. Donc, un rapport à une image de soi aussi, portée dans ce métier-là, qu'on met en dialogue avec les autres. C'est aussi un rapport à l'autre, et cet autre-là, c'est sûr que l'expression collaboration interprofessionnelle est un peu cadrée à
moi, dans mon métier, et l'autre professionnel qui est devant moi. Mais la collaboration, évidemment, comme M. Couturier le disait, c'est ça, quand tu passes après d'autres personnes, là, je fais plein de liens, je vais essayer de... c'est aussi, évidemment, avec les proches et les personnes concernées, qu'il y a une collaboration en train de se faire qui est inter, pas professionnelle, mais inter aussi, et de plus en plus, on vous invite à le faire dans cette perspective-là. Donc, quand on le voit dans un rapport à autrui en général, la collaboration interprofessionnelle qu'on veut créer avec un autre professionnel, bien, ça met toutes sortes de défis. C'est vraiment ce qui nous confronte à l'autre, qui peut, lui, nous reconnaître dans ce qu'on est en train de réaliser au quotidien, dans ce qu'on rend vivant dans la collaboration qu'on est en train de construire. Il ne faut pas l'oublier non plus, la collaboration interprofessionnelle, c'est un rapport au réel. Ça a l'air un peu béaba à dire, là, mais le réel, ce réel-là, dans la perspective de l'ergonomie du travail, dans la perspective de l'activité du travail, c'est un réel qui nous échappe toujours un peu. C'est quelque chose qui va constamment s'éloigner du travail prescrit, de l'action qu'on nous prescrit ou qu'on se prescrit à nous-mêmes, ou que l'autre nous prescrit, ou que notre cadre institutionnel nous prescrit. Alors, la collaboration, dans la perspective de ce que j'ai le goût de relever ici, dans son devenir constant, c'est quelque chose d'extrêmement vivant et qui s'éloigne de ce qu'on nous demande de faire et de ce qu'on se donne nous-mêmes à faire à chaque instant où on la met en confrontation avec le réel. Et cette confrontation-là, dans la perspective du travail avec lequel j'aime à réfléchir, cette rencontre-là avec le réel, elle est fondée sur une souffrance systématique, une souffrance qui va être vue comme productrice d'un changement et transformative à la base. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en devenir constant. Deux postulats qui ressortent de ça, puis ça serait intéressant de vous entendre sur ça si vous le voyez dans votre pratique, mais donc un écart constant entre ce qu'on va se prescrire, ce qui nous est prescrit et ce qui est le réel, mais aussi un jugement ou la reconnaissance d'autrui comme fondamentale pour la consolidation de cette collaboration-là au quotidien. Je vais plonger un petit peu plus dans la reconnaissance. Donc, la collaboration interprofessionnelle, c'est avant tout, dans la perspective qui nous amène à réfléchir sur les espaces de délibération, un travail d'inter-reconnaissance. Inter-reconnaissance, comment on peut le voir, c'est vraiment dans la reconnaissance, hein, l'étape 1 de la reconnaissance, c'est de comprendre. On ne peut pas reconnaître la pratique de l'autre si on ne la comprend pas soi-même. Hein. Je pense que l'exemple que M. Couturier parlait tout à l'heure de la formation en travail social qui peut-être va, là je lance comme ça une hypothèse, mais va contraindre une compréhension réelle de l'activité du travail, peut-être liée au corps médical, ou toutes ces tensions-là symboliques qu'on peut voir avec la pluralité des métiers, vient nuire à l'inter-reconnaissance, à la capacité de voir réellement ce qui est en train de se faire de beau dans la reconnaissance, dans l'activité d'un collègue qui ne partage pas le même métier. Parce que, pour toutes sortes de raisons, on va être bloqué dans notre compréhension. Et là, si à la base on ne comprend pas, bien, la reconnaissance au cœur de la dynamique interprofessionnelle collaborative va moins être possible. Donc, évidemment, c'est de reconnaître sa place dans un métier, mais c'est aussi d'être capable de voir la personne dans la reconnaissance de son activité. Et au Québec, ce qui est fascinant, je trouve, c'est que souvent, quand j'observe des réunions de travail interprofessionnelles en train de se faire, quand on va être capable de reconnaître, et c'est la reconnaissance qui va avoir la plus grande efficacité selon certaines études au niveau de la santé mentale au travail, c'est quand on est capable de dire « Hey, ça, c'est du Couturier. » On va prendre le nom de famille pour singulariser la façon précise avec laquelle la personne maîtrise son métier, mais comme elle est l'unique, c'est l'unicité de cette activité-là professionnelle qui va lui permettre de vraiment être capable de reconnaître ça. Et ça, quand ça se fait entre une infirmière et un médecin, une travailleuse sociale, donc des gens qui ne possèdent pas le même métier, le même bagage, mais qui sont capables de reconnaître à la fois la beauté de l'activité professionnelle, mais aussi la singularité de la personnification de cette activité dans le rapport au réel, là, on est dans quelque chose qui est une base relationnelle, une base humaine qui permet de s'ouvrir vers
des espaces de délibération où on va définir ensemble qu'est-ce qu'on veut comme collaboration interprofessionnelle. Donc, c'est vraiment cette articulation-là entre le sens qu'on se donne, l'efficacité et l'efficience là, au quotidien. Alors, évidemment, ça se fait dans un cadre, hein, et ce cadre-là va influencer les espaces de délibération. Un cadre, aujourd'hui, on le voit, vous le voyez dans vos pratiques mieux que moi, c'est certain. On est dans un CIUS du nord de l'île de Montréal, dans un État-providence capitaliste, mais qui va tendre à miser sur l'intégration de pratiques de gouvernance et d'intervention collaborative, mais aussi participative. C'est-à-dire qu'on va même avoir des injonctions ou des inductions. On va valoriser le travail interprofessionnel, mais aussi le travail intersectoriel. On amène le milieu communautaire pour ceux qui sont plus dans l'intervention de proximité autour de la table, mais aussi, on dit, ça serait bien si le proche participait plus, ça serait bien si l'usager avait une place plus grande. Et des fois, les conditions ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais donc, on est vraiment dans un contexte où on veut la collaboration interprofessionnelle et on vous le propose. Évidemment, ça se traduit comment? Par une pluralité de dispositifs de rencontres, intersectoriels, partenariales. Même des fois, la recherche s'invite au rendez-vous pour être un autre acteur dans la réunion. Ça rend ça beaucoup plus complexe. Et en plus, on vous demande de rendre des comptes sur l'efficacité de la réunion, sur comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, vous êtes arrivé à quelle décision, ça a pris combien de temps. Donc, c'est toutes ces conditions-là qui viennent un peu déterminer, au même titre que ce que je parlais tout à l'heure au niveau des conditions de reconnaissance, ce qui va pouvoir se passer dans les fameux espaces de délibération. J'y arrive, c'est comme un suspense. Donc, les conditions dans lesquelles s'inscrivent les espaces de délibération, je l'ai nommé, il y a des conditions qui vont faciliter, qui sont sociales et institutionnelles, hein, et vous êtes les mieux placés pour les identifier. Quelles sont ces conditions-là facilitantes et contraignantes? Il y a des conditions aussi organisationnelles, interpersonnelles, comme je le disais tout à l'heure au niveau de la reconnaissance, mais aussi psychologiques personnelles, comme M. Lecomte le parlait très bien, mais aussi, évidemment, en rapport avec la population et ses besoins. Les conditions sur lesquelles moi, je vais me porter avec vous dans la dernière partie de ma présentation, c'est celles que je nomme les conditions micropolitiques à ce travail-là au quotidien. Donc, c'est ce qui vient entre, j'ai pas les conditions organisationnelles, par exemple, le temps de réunion, les ressources disponibles, le temps accordé pour ma réunion, pour la rencontre qui prend place, la façon dont la salle est disposée, le lieu de rencontre, hein, avec le sud du nord de l'île, l'immensité du territoire vient jouer dans les conditions organisationnelles de cette collaboration-là. Et toutes ces conditions-là organisationnelles viennent altérer les conditions interpersonnelles. Et c'est qu'est-ce qui se passe quand, ensemble, vous réalisez que vous n'avez pas les conditions organisationnelles ou institutionnelles pour bien faire les choses comme vous le voulez. Donc, c'est ce que je nomme les conditions micropolitiques, c'est-à-dire là où, ensemble, collectivement, vous décidez d'agir pour changer ces conditions organisationnelles-là à votre hauteur ou en utilisant toutes sortes de stratégies de délibération ou de collaboration. Et ce qui ressort dans les recherches et ce que j'observe de plus en plus, c'est que les espaces délibératifs peuvent, je passe celle-là, peuvent devenir des lieux où on comprend mieux d'abord l'organisation du travail, parce que des fois, c'est pas évident, puis c'est dans le métier de personne, malheureusement, surtout les professionnels qui sont liés à la dimension relationnelle, du prendre soin, comme M. Lecomte en parlait. Je pense que j'aurais besoin de prendre une gorgée d'eau. Excusez-moi. Alors, ces conditions-là relationnelles qui vont être empêchées, qui vont nous amener à nous positionner puis à agir sur le cadre. Donc, qu'est-ce que c'est un espace de délibération? C'est un espace où on met en discussion les conditions organisationnelles, les conditions interpersonnelles pour pouvoir mieux collaborer sur le plan inter, que ça soit interprofessionnel ou parfois il y a une proche ou il y a un chercheur qui est autour de la table qui nous aide à réfléchir à ces dimensions-là.
Ce que j'ai pu constater dans mes recherches, à la fois au Brésil, dans le réseau de la santé et des services sociaux, et ici, plus récemment, au Québec, et surtout, notamment dans le milieu communautaire, c'est que les espaces où on réfléchit aux conditions micropolitiques de la collaboration interprofessionnelle, c'est des espaces fondés où il se passe de la coopération. Quand je parle de coopération, c'est important de le dire que le cadre de référence dans lequel je me situe inclut une perspective de coopération qu'on n'est pas habitué de voir peut-être d'habitude, qui met au cœur la confrontation loyale. Qu'est-ce que j'entends par confrontation loyale? C'est un espace donc où on est capable de se remettre en question, mais tout en ne perdant pas le lien pour faire un peu de lien, justement, avec ce que, dans la belle présentation de M. Lecomte ce matin, qui m'a beaucoup touchée, par ailleurs. Fait que je suis comme imbibée de ça. Mais comment on se donne confiance ensemble pour se confronter à la fois sur le plan interpersonnel, rappelez-vous les petites conditions de mon schéma de sociologue, là, sur les conditions interpersonnelles, mais aussi sur les conditions organisationnelles. Et là, vous me voyez venir, ça peut être en rapport à ceux qui portent ce cadre-là, au coordonnateur de l'équipe, qui va pouvoir lui aussi se remettre en question dans la discussion, tout en n'ayant pas peur de perdre le lien et perdre le projet collectif qui nous unit, qui est, dans le fond, de se centrer sur les besoins des personnes concernées. Alors, on peut ensemble, donc, dans l'interdépendance, faire œuvre commune autour du projet en se rappelant un peu l'essentiel de notre action. C'est aussi un espace qui est constitué sur la base d'une délibération collective, où les conditions de parole et d'écoute rendent possible le développement d'une activité déontique. Oh, le gros mot, songer. Qu'est-ce que ça veut dire, activité déontique? Dans le fond, et puis c'est notamment Christophe Dejour qui parle beaucoup de ça, c'est un cadre dans lequel on se construit des règles communes de fonctionnement pour orienter notre activité de travail, pour répondre aux besoins de la personne dans un comité clinique ou dans un comité de coordination. Mais là où on sent qu'on est partie prenante dans la constitution de ces règles qu'on se donne ensemble de fonctionnement. Ça peut être bête comme, on veut-tu un procès verbal, les règles de coordination du groupe, mais ça peut être aussi plus large au niveau de l'activité clinique comme telle. Ça, sur quoi je veux mettre l'emphase, c'est sur l'importance, dans ces espaces-là, qu'on se donne ensemble à les définir ensemble. C'est aussi un ensemble qui va durer, un espace de délibération qui va durer dans le temps avec des relations où plusieurs représentants vont définir ces règles-là ensemble. Donc, sur le plan interpersonnel, pour le voir un peu plus en écho avec les conditions dont je parlais tout à l'heure, pour que ça soit plus simple, c'est évidemment un espace où on met au cœur le dialogue et chacun peut avoir l'impression de s'exprimer librement son point de vue. Donc, où le lien va être maintenu si j'ose dire que, il me semble que je la trouvais loin, la réunion, sans avoir l'air d'un rabat-joie, où on voit l'accueil de la confrontation, mais pour qu'elle ait une portée d'interreconnaissance qui devienne constructive. On est aussi dans la reconnaissance des savoirs et des activités de chacun. Donc, par-delà un peu le préjugé qu'on peut avoir sur « les médecins, ils pensent tout le temps comme ça. C'est bien une TS, elle veut juste amener le... » Où on est capable de relever qu'on va mettre des savoirs en discussion. Et là, ça c'est mon dada, sur le plan micropolitique, donc les petites relations de pouvoir ou comment on les relève, c'est des espaces où on est ensemble en train de co-construire les pratiques, qu'elles soient cliniques ou gestionnaires, de coordination, comme le disait M. Couturier, qui vont mener à la prise de décision collective. C'est aussi, et ce n'est pas dans tous les cas, mais on va le voir, entre autres, lorsqu'on va avoir un proche ou une personne concernée au centre de la discussion, où on va voir un travail sur les inégalités de pouvoir qui sont portées par vos milieux. Vous êtes dans un milieu extrêmement hiérarchisé, c'est un secret de polichinelle, où il y a des inégalités de pouvoir marquées, institutionnalisées dans l'organigramme, mais où on peut les nommer. Voici le contexte dans lequel on agit et comment ça peut être un vecteur facilitant, notamment sur le plan de la responsabilité et de l'imputabilité, mais aussi dans une façon constructive. Donc, on agit. Dans l'exemple brésilien, entre autres, je pourrais dire que la volonté était tellement forte dans des situations très précaires et de ressources précaires d'agir pour améliorer la condition de vie des personnes avec des problèmes de santé mentale
qu'on laissait un peu de côté parfois, en s'axant sur la tâche, la différence au niveau des inégalités de pouvoir, notamment entre les gestionnaires puis les auxiliaires infirmières, là, pour prendre un exemple extrême. C'est aussi des espaces où on peut consolider le pouvoir d'agir collectif sur les conditions organisationnelles, comme je le mentionnais tout à l'heure. Alors, peut-être mettre l'emphase sur, ici, dans le fond, ce que je vais relever davantage, c'est que vraiment, ces espaces-là, c'est donc des lieux de confrontation et de tension aussi, mais qui peuvent être vécus de façon constructive à partir du moment où on reconstruit le lien avec le groupe qui est en train de devenir, avec la dynamique de groupe puis l'esprit d'appartenance qui est au cœur de l'interreconnaissance. Donc, une confrontation loyale qui se fait en permanence, notamment sur, puis c'est ce qui ressort, là, tu sais, cette analyse des procès-verbales où j'enregistre parfois des réunions dans mes recherches, une grande partie de ce sur quoi on va se confronter, là où va porter l'enjeu qui va peut-être amener une action sur le cadre de travail, va être autour du travail bien fait. C'est quoi la bonne pratique? C'est quoi qui est le mieux? On dirait que c'est comme impalpable. Tu y touches comme une barre de savon. Ah, ça, c'était le mieux dans cette situation-là. Oui, mais comment En tout cas, il y a le guide de pratique, mais c'est sûr que c'est pas la recette. Mais en même temps, ce point-là, je l'ai eu, cette situation-là. Donc, oui, mais ça, c'était bien fait, mais pas assez. Puis, dans tout ce processus-là, il y a quelque chose qui peut émerger qui se nomme des règles communes. Mais aussi, c'est quoi la bonne organisation collaborative? Comment on fait pour que ça se passe bien? C'était bien trop long, cette réunion-là. Comment ça se fait qu'on a pris autant de temps? Ah, c'est de ta faute, Il y a dans ça une façon d'apprendre la confrontation et la nourrir pour qu'elle puisse nous construire dans l'interreconnaissance, mais surtout pour qu'on puisse mieux, en guillemets, agir ou revendiquer ou proposer les conditions nécessaires à cette collaboration-là. Plus on voit ce qui marche pour nous, plus on l'identifie, plus on peut l'affirmer et l'exiger pour un travail bien fait. Il y a évidemment constamment, comme je le rappelais tout à l'heure, des tensions entre l'organisation prescrite, ça ne se passe pas juste à une échelle de votre activité, et l'organisation réelle. Le savoir, on dirait que ça nous fait baisser un peu de pression des fois. Parce que cet écart-là, il est permanent. Je ne regarde pas du tout, je suis rendue à... OK, c'est bon. Il y a aussi les tensions entre son métier, qui est souvent proche d'un idéal qu'on a appris dans notre formation au quotidien, et l'exécution des tâches qu'on va avoir à faire en collectif et sur lequel on doit se pencher dans notre collaboration interprofessionnelle. Ça, c'est plus dans le rapport à soi, comme je mentionnais tout à l'heure. Alors, il y a le rapport à soi qui vient nous générer des sources de tension ou qui vient nous faire prendre conscience qu'on perd notre temps ici ou que c'est tellement pas le travail social que je voulais faire dans ma vie. Mais c'est aussi un lieu où ça peut être nommé et partagé parce que c'est peut-être commun. C'est souvent pas juste à une échelle individuelle, mais plutôt collectif. La force du collectif de travail dans cette perspective-là a été longuement démontrée en clinique du travail notamment. Alors, quelles sont les conditions pour favoriser la vitalité de tels espaces délibératifs que je vous ai montrés un peu à grands traits? Pour qu'on puisse délibérer sur le travail de collaboration interprofessionnelle, au nom, en discuter ensemble, le nommer, se l'approprier. Donc, il y en a plusieurs. Je reprends encore mon petit schéma. Évidemment, d'une part, la nécessité des échanges dialogiques. Souvent, dans les théories du dialogue, on va aller dans quelque chose qui ressemble un peu à ce que M. Lecomte mentionnait sur l'expérience où on est transformé autant qu'on transforme. Au cœur d'un dialogue, tu sais, pourquoi on choisit le mot dialogue plutôt que échange simplement? Dans dialogue, du moins dans le sens que je lui donne et que certains auteurs vont lui donner en nommant ça un échange dialogique, c'est que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une micro-transformation entre les personnes en train de se vivre. Donc, la nécessité de telles... je vais toutes les mettre parce que là, ils ont l'air un peu... ça, c'est sur le plan interpersonnel, l'essentiel au niveau du dialogue. Dans la qualité du travail qui est à jamais discutable, donc évidemment qu'on doit en discuter.
c'est toujours à remettre en question cette qualité-là. La bonne organisation est toujours en devenir. L'action parfaite pour répondre, elle est en devenir constant. Et elle devient comment? Par le dialogue et la délibération, entre autres. Pas uniquement, mais par les règles qu'on va se donner à partir de là. Évidemment, la nécessité aussi donc d'échanges dialogiques pour la confrontation professionnelle et pour rendre vivants les métiers inter ou en voie d'être interdisciplinés, en interdépendance du moins. Hein? Et plus on en discute, plus on les rend visibles. Aussi, sur le plan interpersonnel, c'est de chercher à restaurer la capacité commune de création, la force du groupe sur lequel on peut s'étayer pour à la fois se responsabiliser, mais aussi partager le poids de la responsabilité du prendre soin, peu importe nos milieux de travail professionnels. Au niveau du plan organisationnel, les conditions qui ressortaient dans mes travaux, entre autres au Brésil, mais que je vois encore se valider ici, puis évidemment la liste peut se rajouter, là, je suis actuellement en devenir dans mes réflexions, mais c'est qu'une chose qui nous, je dirais, libère des conflits interpersonnels et de « ah, les gestionnaires, c'est tous des méchants », c'est d'aller de se centrer vers les besoins de la population. Ça, vraiment, ça aide au dialogue, ça aide à la délibération beaucoup, c'est ce que je constate, parce qu'on se rappelle pourquoi on est là, on se rappelle ce qu'on échappe, on se rappelle le risque qu'on peut avoir à perdre de vue ça à cause d'autres confrontations loyales ou peut-être moins loyales qu'on peut vivre. C'est aussi de prendre le temps. Et ça, c'est compliqué. Mais le prendre le temps pour partager des affects. D'où l'importance peut-être de prendre en compte le stationnement dans l'expérience vivante du travail en train de se faire. Moi, quand je suis en observation, j'ai une approche méthodologique ethnographique, j'essaie d'être dans le stationnement aussi. C'est sûr que c'est coûteux en termes de temps, parce que j'aimerais être partout à la fois, parce qu'il y a une vitalité du métier que vous déployez dans l'expérience des lieux et de l'espace et dans la pluralité des espaces de prise de parole ouverts dans lesquels vous êtes impliqués. D'où l'importance de journées comme aujourd'hui pour les déployer. Mais c'est aussi une condition importante, c'est de partager des événements critiques. C'est de partager des défis qui nous sortent un peu de la routine, de l'analyse d'un cas concret qui nous permet d'intervenir comme ça. Souvent, les situations qui débordent, si on a le temps de les observer, nous aident à construire du sens commun et nous aident à comprendre ce qu'on est en train de réaliser et à la force qu'on a. Ça, c'est sur le plan organisationnel. Ah, un petit dernier. Et oui, quelque chose de tout simple. Ça, c'est vraiment la psychosociologue 101. De s'asseoir en cercle et d'imposer que ça soit possible. Ça change. Il y a plein de tables rondes et tout ça, mais l'air de rien, sur le plan organisationnel, que d'avoir un espace circulaire, sans être ésotérique, là, ça a un impact sur la prise de parole, sur la façon dont les regards puissent se prendre et les décisions puissent se donner. C'est des détails qui sont à notre échelle pour avoir des conditions. Il y a des savoirs aussi. Là, je pense, entre autres, j'avais vu que M. Courturier travaille beaucoup avec ça, mais c'est de s'ouvrir aux autres savoirs dans une perspective pluraliste, une épistémologie pluraliste, c'est-à-dire qu'on peut produire des connaissances puis du sens, peu importe le métier dans lequel on s'inscrit, peu importe le lieu d'où on est, qu'on ait vécu l'expérience d'un soin psychiatrique ou d'une maladie chronique. On est beaucoup en recherche, c'est très, très fort, l'épistémologie pluraliste, pour inclure la personne concernée dans ses savoirs d'expérience. Il faut se sortir de nos savoirs professionnels. Mais ça, sur le plan des savoirs, quand on a intégré une perspective comme ça, ça nous aide à construire des rapports délibératifs et plus équitables dans les prises de position. On ne reproduit pas la hiérarchie des savoirs dans notre tête alors qu'on veut essayer de délibérer autrement. Donc, évidemment, aussi une connaissance pluridimensionnelle, ça veut dire connaissance de l'organisation du travail. C'est bête, je le réalise dans une recherche que je mène auprès des enseignants au primaire, mais c'est souvent, comme professionnel, on ne considère pas l'importance de comprendre l'organisation du travail, la bureaucratie professionnelle versus la bureaucratie mécaniste, sans faire une thèse en sociologie des organisations.
saisir l'organisation du travail dans laquelle on est, c'est fondamental pour agir à maintenir la collaboration interprofessionnelle, pour comprendre le point de vue et les savoirs du gestionnaire aussi, dans le respect puis l'intercompréhension. Donc, c'est toutes les dimensions dont je parlais qui doivent être intégrées un peu au quotidien. Sur le plan des compétences, rapidement, oui, c'est bon. Dans le fond, évidemment, la réflexivité, je passe vite, là, mais je nommerais peut-être une chose qui est plus de mon domaine. Une collaboration interprofessionnelle et la multiplication des espaces de prise de parole, c'est des techniques d'animation, c'est de savoir donner de la place aux émotions dans les rencontres. Et ça devient comme nécessaire, je pense, pour toutes les personnes qui sont en inter. Et c'est souvent quelque chose qu'on évite de faire, mais s'outiller sur ce plan-là, ça aide. La recherche, elle peut vous aider. Utilisez-nous pour réfléchir sur vos pratiques. On est là pour donner sens à vos métiers aussi. Voilà. Et puis, ben, pour continuer la réflexion, il y a un colloque de l'ACFAS que j'organise sur ces thématiques-là. C'est ma petite minute pub. Voilà. Merci. Merci Isabelle. Comme annoncé au départ de cette conférence, nous avons 4 coordonnateurs cliniques qu'on a ciblés. C'est arrangé que le gars des vues. Donc, j'inviterai Étienne Duméroy de la Direction des services intégrés de première ligne. Non. Avec Luc Tremblay des soutiens aux personnes âgées, donc le SAPA. C'est comme ça qu'on dit? Je ne suis pas habituée aux personnes âgées, moi. Je ne suis pas encore rendue là. Ophélia Ben Ajano. Désolée, j'avais mal écrit. Et Dalia Abdou Amir. J'ai bien dit celui-là? C'est bon. Donc, direction de la santé mentale et direction service multidisciplinaire, c'est ça? Oui. Donc, à vous la parole. Qui commence? Qui y va? Battez-vous? Non, Étienne. Allez. Ça, tu me connais trop. Oui, c'est ça. Merci d'abord aux 2 présentateurs. C'est évidemment un sujet d'actualité, la collaboration interprofessionnelle. En fait, ça se fait un peu à l'improvisation, cette activité-là. Donc, je vais y aller peut-être avec ce qui me passe par la tête. Je commencerai avec M. Couturier. J'ai beaucoup aimé là, votre aspect producteur de santé versus gestion de la maladie. Je pense que en première ligne et tout ça, c'est quelque chose qui frappe beaucoup. Petit clin d'œil, en tout cas dans notre équipe en maladie chronique, pour ceux qui connaissent un peu l'offre de service, on a beaucoup de cours de groupe. Et récemment, en fait, on se force à inviter, à dire aux gens, venez accompagner, venez en fait de vos proches, venez d'un frère, une sœur, peu importe, puis venez participer à l'offre de service. Donc, c'est une pratique, en tout cas, qui s'installe chez nous et je pense qu'il peut être porteur aussi là, pour d'autres équipes. Notre programme est axé aussi sur le Chronic Care Model, donc le modèle que vous avez partagé tout à l'heure. Et j'avais peut-être une interrogation par rapport à probablement le plus gros problème du réseau et la plus belle solution, c'est notre rapport avec les médecins. On le dit beaucoup, c'est un professionnel évidemment important par rapport au réseau. Et on entend beaucoup parler aussi de la cogestion médicale. Hein. De plus en plus, là, on parle dans les programmes avoir une forme de cogestion médicale. Puis j'aimerais peut-être un peu vous entendre là-dessus sur les bonnes pratiques là, par rapport à ce type là, de collaboration-là avec nos partenaires. Et je regarde à l'hôpital et tout ça, en fait, dans n'importe quel domaine, là, la notion de cogestion médicale. Je tiens à vous remercier, c'était vraiment très intéressant. Moi, je n'ai peut-être pas nécessairement des questions, peut-être plus mes idées qui ont été alimentées par toutes ces présentations. Vraiment, merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais dire, vous avez nommé toute la question de le client au centre. Donc, c'est certain que dans la théorie, c'est beaucoup ce qu'on se dit, le client au centre, mais est-ce que dans le pratico-pratique de tous les jours de notre vie, comme intervenant, est-ce que c'est vrai? Malheureusement, parfois, je le vois comme coordonnatrice clinique en santé mentale, surtout des fois,
je pense en santé mentale adulte peut-être plus qu'en pédopsychiatrie, on a tendance à oublier que cette personne-là, elle n'est pas toute seule, qu'elle vient de quelque part et que c'est nécessaire à tous les niveaux de travailler avec eux. Donc, vous nommiez que le travail interprofessionnel, mais aussi au niveau de la famille, il faut se rappeler que le professionnel du client, c'est la famille. C'est eux qui sont leurs professionnels de leur propre vie, de qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est avec eux qu'on devrait avoir notre premier à tous les niveaux. Et merci pour ces réflexions. J'aimerais aussi dire comment c'est important, parce que vous parliez de pouvoir parler entre professionnels, de discuter. C'est comment est-ce qu'on peut créer un milieu, un endroit assez sécuritaire, justement, pour que les professionnels puissent venir parler, discuter de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, un peu en lien avec ce que Monsieur Lecomte disait ce matin. C'est tellement important. J'ai l'impression que parfois, ce milieu sécuritaire où la personne peut venir se déposer est très difficile à atteindre par tout ce qui nous est demandé et nous est dit. Donc, je voulais juste souligner ces deux choses-là parce que je pense que ça se recoupe un peu dans ce qui a été dit ce matin. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas des questions, mais plus des commentaires. Merci pour vos présentations, c'est très intéressant. En fait, le commentaire que je peux passer, c'est de voir la pyramide et je rêve et je souhaite un jour qu'on va renverser la pyramide. Je pense qu'au niveau de la communauté, ça fait toute la différence. Moi, comme nutritionniste à l'hôpital, c'est sûr que je reçois beaucoup des personnes, je travaille en 3 mois, je reçois beaucoup de personnes âgées qui, malheureusement, ils arrivent dénutris, déconditionnés, et des fois, c'est irréversible, on ne peut pas faire des miracles, puis là, on s'enchaîne avec des soins et des traitements, et des fois, on peut aller jusqu'à l'acharnement, à mon avis. Mais je pense que si on peut faire le dépistage, les préventions, commence à domicile, je pense qu'on peut faire toute la différence dans les soins qu'on donne aux patients et je souhaite qu'un jour, on va verser la pyramide. Mon deuxième commentaire, Étienne, il m'a procédé un peu la relation avec les médecins. Je ne sais pas, c'est pas toujours évident et ça amène beaucoup de frustration. Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce qu'on ne reconnaît pas notre rôle nécessairement? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que des fois, on lâche prise, puis on dit, bon, la semaine suivante, il va y avoir un autre, puis on recommence. Mais c'est difficile de lâcher prise parce que c'est des patients vulnérables, puis on sent qu'on ne fait pas notre rôle, mais malheureusement, on n'a pas toujours le dernier mot dans nos interventions, fait qu'on se limite un peu à ça. Alors voilà, c'est pas mal ça. Moi, je vais vous parler du contexte de l'hébergement. Donc, je travaille dans les centres d'hébergement et on a des rencontres interdisciplinaires où on nous demande justement que le résident et ses proches soient au centre de l'intervention. Donc, j'ai été très interpellé parce que vous avez apporté dans vos conférences par rapport à le résident, et comme vous avez dit tantôt, le résident n'est pas toujours apte, entre guillemets, d'y participer. Par contre, ses proches sont là, et quand ils ne sont pas là, bien, ça change toute la dynamique aussi. Et parfois, j'ai l'impression qu'on préfère quand ils ne sont pas là parce que la visite, bien, ça dérange, puis quand la visite est là, bien, on agit différemment. Alors, moi, c'est ces questions-là qui me préoccupent, c'est de se demander comment faire qu'ils soient là ou pas, et aussi comment on se questionne. J'ai beaucoup aimé la question de délibérer entre nous. Et ça, je pense qu'on ne le fait pas assez, de se demander comment ça s'est passé, cette rencontre-là. OK, là, la visite est partie, on est rentré dans notre temps, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'on fait une rétroaction? Et là, évidemment, on va dire, bien, on n'a pas le temps parce qu'on a une autre affaire après. Donc, on est souvent coincé par ce fameux temps, mais des fois, j'aimerais ça qu'on prenne plus le temps de discuter entre nous et même, pourquoi pas avec eux.
Je reviens à ce que M. Lecomte nous a dit ce matin. En termes d'évaluation, pourquoi on ne se ferait pas évaluer dans nos rencontres inter? Pourquoi les gens ne nous diraient pas, OK, je vais vous dire comment ça s'est passé pour moi, le résident. Vous avez fait une rencontre, vous avez parlé de moi, je vais vous dire, moi, comment j'ai vécu ça. Puis j'ai beaucoup aussi aimé l'histoire que c'est deux réalités qui se rencontrent. C'est la réalité du résident et c'est notre réalité, et c'est même plusieurs réalités entre nous. Donc, c'est ces questions-là que je me pose. Puis, à qui appartient la responsabilité de dynamiser l'équipe inter? J'ai l'impression que des fois, ça appartient à tout le monde de dire, OK, on va faire cette coordination-là. En hébergement, on dit beaucoup, ça va être l'infirmière. C'est l'infirmière, l'animatrice de cette rencontre-là. Et pourquoi? Pourquoi ça ne serait pas donné à n'importe quelle profession de dire, je vais coordonner la rencontre? Et autre chose aussi, pourquoi être si formel, statique, avec un calendrier, toujours à la même place, toujours à la même heure? Pourquoi on n'irait pas des fois à la rencontre du résident? Il ne peut pas venir parce qu'il est dans son fauteuil roulant, il est coincé. Non. On va aller le voir dans sa chambre, puis on va faire la rencontre inter là. Puis, autre chose, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des fois un peu d'informel? Vous parliez de stationnement tantôt. Moi, je dirais le poste infirmier. J'arrive au poste, puis le médecin est là. Ah, tiens, le médecin est là, je vais en profiter. Je commence à jaser avec elle, puis là, l'infirmière, puis on en fait une rencontre interdisciplinaire. Le résident n'est pas là, mais c'est de l'informel, mais c'est pas comptabilisé. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on puisse dire aussi, on peut-tu compter l'informel dans ça? Voilà. Merci beaucoup. C'était très inspirant, vos trois présentations. Puis j'espère qu'ensemble, on peut continuer de construire. Merci.